Donc, bienvenue sur ce troisième webinaire de la charte Bible libre, donc intitulé l'IA générative à travers les principes de la charte. Donc, c'est Lionel qui va officier tout à l'heure. Je voudrais juste faire un petit rappel et représenter un peu la charte Bible libre qui a été adoptée par l'association il y a un certain nombre d'années, qui s'appelle la charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et au savoir par les bibliothèques. Donc, vous avez tout ça en 8 articles. Je vais juste citer les titres pour qu'on ait bien tout ça en tête. Donc, le droit d'accéder librement sans discrimination à toutes les cultures et à une information plurielle. En numéro 2, le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens. Numéro 3, le droit des personnes handicapées à l'égalité d'accès au savoir et à l'information. Le 4, le droit d'expérimenter et de se former tout au long de la vie. Le numéro 5, le droit d'être en capacité de participer à l'innovation sociale et au débat citoyen. 6, le droit d'accéder à un Internet public, ouvert et fiable. Numéro 7, le droit d'accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser des communs des savoirs. Et le dernier, le droit d'accéder à des ressources, y compris numériques, respectant la diversité des usages et favorisant l'appropriation de l'information et du savoir. Donc, si je rappelais un peu ça, c'était pour reposer un peu le cadre, vous dire aussi que il nous semble aujourd'hui, et peut-être Dominique Larry pourra dire un tout petit mot, que à l'heure voilà où il y a des tentatives de censure, des ingérences qui se manifestent par-ci par-là, je pense que c'est un outil que vous auriez intérêt à vous en saisir, dont vous auriez intérêt à vous saisir pour aussi montrer ce que font les bibliothèques et sécuriser un petit peu la place de la bibliothèque dans l'accès au savoir. Et donc pour ça, vous avez la possibilité à la fois de d'adhérer à la charte, mais aussi d'obtenir un label. Donc adhérer, il faut faire voter par vos élus, enfin signer par votre élu les principes de la charte que je viens d'énoncer. Et ensuite, vous avez des niveaux de label et le premier niveau est assez simple à obtenir. Voilà, donc tous les ans, le comité Biblib se réunit et accorde des labels. Donc vous avez une carte, je vous invite à regarder tout ça plus tard après le webinaire. Mais vraiment, je vous incite en tout cas à vous emparer de cette charte pour aussi valoriser, promouvoir ce que vous faites en tant que bibliothèque sur l'accès à l'information et aussi à montrer, enfin à sécuriser un petit peu tout ça au sein de votre collectivité ou de votre établissement si vous êtes une université. Voilà, je ne vais pas continuer davantage. Je vais arrêter le partage pour repasser la main à Lionel Dujol qui pourra commencer sa présentation. Très bien, merci beaucoup. Hop, je mets en plein écran tout cela. Parfait. Est-ce que vous voyez l'écran que je partage? Oui, 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 impeccable. nickel, super. Très bien. Alors, je vais essayer de reprendre. OK. Donc, une présentation autour de cette question de l'IA générative et de l'appréhender et surtout de l'exercice était un tout petit peu de voir si cette charte pouvait être un outil aussi pour avoir un regard un peu critique au sens positif du terme de ces outils. Peut-être commencer, c'est pas du tout une intervention qui vient vous expliquer ce que sont les IA génératives, comment elles fonctionnent, même si en filigrane je l'évoquerai, mais se rappeler quand même qu'une IA générative, c'est une toute petite branche de ce qu'est l'intelligence artificielle. On est là dans la branche dite connexionniste, ça veut dire que on a des machines qui apprennent avec les réseaux de neurones artificiels et notamment le deep learning. Et les IA génératives, eh bien, c'est une IA qui est capable de créer des contenus, des nouveaux contenus, hein, des contenus entre guillemets originaux, texte, images, vidéos, etc., à partir eh bien, de millions de documents qu'elle a tout simplement analysés, scrapés, et pour pouvoir être en capacité de rédiger ou de produire des images. Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est des IA qui génèrent des contenus. Et donc, on verra, pose la question de la génération d'informations et de savoir. Et je vous ai mis là très rapidement
les plus connus, et on verra que c'est la prédominance nord-américaine face peut-être à une IA qui arrive malgré tout à exister, qui est le chat de Mistral, qui est une IA européenne et française. On l'évoquera un petit peu plus loin. Au-delà de ça, il faut considérer que, au-delà d'être des outils qui génèrent des contenus, en fait, le point de départ, c'est que l'IA générative, elle conditionne aujourd'hui de plus en plus l'accès à l'information. Elle oriente un peu l'interprétation de l'information auquel nous accédons et qui influence même la manière dont on partage. Une manière de vous dire que l'IA générative, en fait, s'impose comme un nouvel intermédiaire entre les citoyens et les savoirs, et ce n'est pas du tout anodin, d'autant plus lorsque nous, de notre côté, et Xavier vient de l'évoquer, nous avons une charte qui défend l'idée d'un accès libre à l'information et au savoir, avec les principes que tu as rappelés, hein, qui sont celles d'un égal accès, du pluralisme, en tout cas de la pluralité informationnelle, de la neutralité, de la protection de nos données ou de notre capacité à participer à cette société de l'information, et en posant la bibliothèque comme une institution qui est un peu garante, hein, de ce droit et qui veille à ce que celui-ci puisse être effectif et exercé. Donc, d'un côté, une IA générative qui produit des contenus et qui devient une nouvelle intermédiation entre les savoirs, l'information et nous. Et puis de l'autre, l'affirmation de valeurs déontologiques, éthiques même, autour de la liberté d'accéder, de diffuser, de créer, de partager de l'information. Et donc, c'est pas anodin puisque quand on interroge l'IA générative, on voit que des notions qui sont affirmées dans la charte sont interrogées, hein, très fortement. La question de la neutralité de l'information que produit ces outils, la question de la vérité informationnelle, la question de la confidentialité et des données privées, la question même des communs de la connaissance est fortement interrogée par l'émergence de ces IA génératives. Et donc, lorsqu'avec la commission Advocacy, on a réfléchi à un sujet d'un nouveau webinaire, eh bien, j'ai proposé un petit exercice de réflexion. Alors, il y a énormément de limites, il n'est en rien exhaustif, mais c'est de dire, tiens, après tout, est-ce que cette charte qui affirme les principes que l'on vient d'évoquer pourrait servir de grille d'analyse critique? Alors, au sens positif critique du terme, hein, responsable, c'est-à-dire de ne pas dire d'un rejet monolithique des IA génératives, mais d'avoir une approche dite un peu plus responsable, minimiser les effets négatifs et peut-être maximiser les bénéfices. En tout cas, est-ce que la charte pourrait nous aider à avoir ce regard critique, d'avoir une vigilance et peut-être de définir une posture éthique et professionnelle face à l'IA générative et de dire, ben voilà, les bibliothèques, face à cet outil qui s'impose très largement aujourd'hui, eh bien, quel discours ou qu'est-ce qu'elle pourrait porter autour de ces éléments-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu essayé de regarder ce que soulevaient les IA génératives et de peut-être pointer dans un premier temps eh bien, des notions qui sont affirmées dans la charte et qui rentreraient en tension avec ce que propose l'IA générative. Et j'ai commencé par un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui du pluralisme informationnel et de confronter à ce que pourrait nous proposer l'IA générative. Alors, je m'appuie sur l'article 1er de la charte Bible libre qui énonce la question de la pluralité, de la diversité de la société et donc du pluralisme des points de vue et qui est conditionné par une neutralité de l'Internet. Alors nous, on le comprend souvent dans la manière dont on va proposer Internet dans les bibliothèques, il faut qu'on respecte cette neutralité, mais quand on va utiliser ces outils d'IA générative, est-ce que cette question du pluralisme et de la neutralité eh bien, est interrogée? Alors, pour cela, je vais vous montrer un exemple qui est tout bête. Là, je suis avec le chat de Mistral, cette IA générative européenne, et quand j'interroge cette IA en lui demandant si Clément adhère à effectuer le premier vol motorisé de l'histoire,
Et bien le chat me répond que oui, effectivement, Clément Ander a bien effectué le premier vol motorisé de l'histoire et que donc on peut considérer qu'il est le pionnier, en tous les cas, peut-être presque l'inventeur de l'aviation motorisée autour de ces éléments-là. Bon, je reviendrai, je pose la question, je connaissais la réponse. Hein, c'est très important d'être sous ces démarches-là. Mais si je pose la même question à ChatGPT, eh bien, il me dit que d'abord, ben non, il n'a pas effectué le premier vol motorisé de l'histoire. Et en fait, non, oui. En fait, ce qu'il a fait réellement, c'est qu'il a réussi à faire décoller un pseudo-avion sur quelques mètres. Il maîtrisait rien du tout. Donc, on peut pas véritablement parler d'un vol motorisé contrôlé, alors que ceux qui ont fait le premier vol motorisé contrôlé, ce sont les frères Wright, c'est-à-dire deux Américains qui, en 1903, donc on peut considérer que ce sont eux les véritables pionniers de l'aviation civile et autres là derrière. On voit bien que donc là, on a deux points de vue, et donc on a une pluralité de points de vue, certes, et qui interroge finalement la question des biais. Je vous montre une autre question qui a été faite avec une autre IA générative qu'on trouve dans le grand public. D'un côté, mon fils Mickaël, 17 ans, il adore les sciences, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier? Eh ben, on nous dit qu'il pourrait être chercheur enseignant en sciences. Puis de l'autre, je pose la même question, mais c'est plus mon fils qui a 17 ans, mais ma fille qui a 17 ans, et elle pourrait être chercheuse, mais médiatrice scientifique, donc pas tout à fait au même niveau que le garçon. En fait, ce qui est fondamental, c'est que l'IA générative a appris, puisque c'est des machines apprenantes, à partir d'un corpus de documents. Je pense qu'aujourd'hui, la totalité de l'information disponible sur le web a été utilisée par ces LLM, ces modèles de langage, et il faut considérer qu'il n'y a pas une représentation de toute la diversité du monde dans l'information qui est accessible en ligne. Et que de fait, ces outils apprenants bien, reproduisent tout simplement les biais des informations qu'elles ont croisées. Ce sont aussi bien des biais culturels, sociaux, linguistiques, et qu'il y a de fait des visions du monde qui sont sous-représentées et puis d'autres qui sont totalement sur-représentées. Et notre difficulté, c'est que comme nous méconnaissons d'une manière générale, eh bien, tout simplement sur quoi elles se sont entraînées, qu'est-ce qu'elles ont retenu, sur quoi elles ont été alignées, c'est-à-dire que lorsqu'elles émettaient des erreurs, est-ce qu'elles ont été alignées, mais sur quelles valeurs elles ont été alignées. Et dans le cas de Clément Ader, on a bien vu que l'IA qui est issue du territoire européen et française ben, tient à ce que Clément Ader, qui est historiquement démontré, est bien le premier à avoir fait un vol motorisé. Puis on voit qu'en face, une IA générative nord-américaine ne dit pas que ça n'est pas arrivé, pas du tout, mais elle minimise en fait le fait pour dire non, la vraie valeur de l'acte, il est plutôt du côté des États-Unis, et donc il y a eu un alignement très clair de l'IA générative pour porter une vision du monde. Et donc, on voit bien que l'IA générative n'est pas une technologie neutre, absolument pas, puisqu'elle va donc véhiculer des biais qui vont être celles des données d'entraînement. Donc, les données, si elles sont biaisées, ben, l'IA reproduit les biais. L'histoire du garçon qui va être chercheur scientifique et puis la fille qui sera plutôt médiatrice scientifique, en fait, n'est que le perroquet, ben, tout simplement, d'une vision et de la place qu'a la femme dans toutes les données qui sont disponibles aujourd'hui dans le web. Et on verra que comme c'est des outils probabilistes, ben, ils nous donnent tout simplement le point de vue le plus probable au regard de ce qu'il a croisé. Donc, la technologie n'est pas neutre, il y a des données d'entraînement, et donc le corpus avec ces biais eh bien, sont reproduits. Mais il y a aussi les biais d'alignement, je viens de vous en parler. On a un tout petit peu réajusté du côté d'OpenAI l'histoire de Clément Ader, et de l'autre côté aussi, on l'a fait du côté européen. Et puis il y a aussi des biais qui sont nous-mêmes.
la manière dont on va utiliser l'outil, ben, on va reproduire aussi nos biais culturels, professionnels, sociaux, et au final, eh bien, on s'aperçoit que cette IA générative qui est un intermédiaire entre ce que je cherche, ce que je demande et le contenu qui est produit, eh bien, ce contenu génère et comporte des biais, et des biais qui sont dits cachés parce qu'on n'en a pas forcément conscience, hein, de ces biais. Et donc, vous comprendrez un petit peu plus tard que le fait de savoir qu'il y a des biais, eh bien, tout simplement, lorsqu'on va utiliser ces IA génératives, on peut corriger les biais, puisque si je lui dis adopte un point de vue plutôt européen ou adopte plutôt un point de vue qui met les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, eh bien, le fait d'avoir connaissance que cet intermédiaire qui est devant moi est doté de biais redonne, en fait, me redonne de la main sur ces éléments-là. Donc, quand on dit que ces outils-là face au pluralisme, eh potentiellement, ce sont des outils qui sont des réducteurs de pluralisme, puisque étant sur des outils probabilistes, adoptant donc ce qui est le plus probable en termes de réponse, eh ben, il va gommer peut-être certaines particularités ou affirmer selon des points de vue. Je vous ai mis DeepSeek, qui est l'IA générative chinoise. Elle est évidemment totalement imbibée de biais, hein, sur des questions, on va dire, d'ordre politique. Donc, quand on parle de l'IA générative, d'un intermédiaire qui donne accès à de l'information et au savoir, eh bien, il faut savoir qu'elles ne sont pas neutres, qu'elles sont porteuses de biais et qu'elles ne sont absolument pas vecteurs d'un pluralisme, mais plutôt réductrices d'un pluralisme, puisqu'elles sont véhiculent des biais autour de ces éléments-là. Et d'ailleurs, vous avez peut-être suivi l'actualité en fin de semaine dernière où on s'aperçoit que même ChatGPT, maintenant, euh, va aller chercher, s'entraîne avec des données qui viennent de Grokipédia. Grokipédia, c'est l'encyclopédie d'Elon Musk qui est générée par une IA. Et vous connaissez que Elon Musk est quelqu'un qui est libertarien, donc il lui considère que toutes les opinions eh bien, font partie de la liberté d'expression. Et donc aujourd'hui, ChatGPT, reprenant ces informations-là, véhicule tout simplement les éléments qui sont là-dessus, et ils n'ont même pas forcément aligné les contenus qui sont derrière. Et donc, on voit bien qu'on est là sur un web qui est véhiculé par des intermédiaires qui transportent des informations et qui ne vont pas forcément dans la question d'éléments de pluralisme. Donc, les IA génératives sont a priori, si je les utilise sans avoir ce point de vigilance, eh bien des outils qui réduisent les points de vue et imposent plutôt des points de vue. Alors, c'est pas nouveau, hein, on est bien d'accord. Hein, les algorithmes des moteurs de recherche et des autres outils véhiculent ces éléments-là, mais on va voir que ce n'est pas du tout anodin, puisque le rapport que nous avons avec ces outils modifie très profondément nos points de vigilance. Je vais y revenir là derrière. De fait, ça interroge aussi la question de la vérité informationnelle. C'est-à-dire que les IA génératives, en fait, nous font basculer dans ce qui est la vraisemblance informationnelle et moins vers la vérité. Par exemple, là, encore une fois, j'utilise une IA générative et je demande de me raconter l'histoire du cheval vert d'Henri III, que j'invente totalement. Hein, n'existe pas le cheval vert d'Henri III, on est bien d'accord. Eh bien, on voit bien qu'ici, il me génère l'histoire du cheval vert d'Henri III. Voilà, il me parle même du bal des Polonais. Bon, très bien. Sauf qu'on a bien compris qu'ici, on est dans un flagrant délit d'hallucination. C'est-à-dire que ces outils-là, et on va le comprendre, n'ont jamais été pensés pour me donner une bonne réponse, mais c'est des outils qui ont été conçus pour m'écrire une réponse probable. Hein, c'est-à-dire que c'est des outils qui ont été conçus pour produire un contenu le plus probable, mais en aucun cas pour aller vérifier que ce qu'il a écrit était vrai, hein, puisque ces outils n'ont pas du tout été imaginés
pour cela. Par contre, si je vais dans Google et que je demande l'histoire du cheval vert d'Henri III, ben, il me fait comprendre que je voulais parler du cheval blanc d'Henri IV. Parce que comme il indexe le savoir qui est disponible en ligne, eh bien, il voit que dans l'indexation, il n'a pas croisé ces informations, donc il fait un rapprochement vers ce que je lui ai proposé. Dans le premier cas, l'IA générative, lorsqu'elle a scanné tous les textes qu'elle avait rencontrés, en fait, elle a analysé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la structuration des textes, les champs sémantiques, la manière dont se présentait un texte d'une encyclopédie, d'un article, des éléments, mais en aucun cas n'a effectué une vérification des informations de ce qui était proposé. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. Effectivement, j'ai fait tout à l'heure cette recherche et j'ai reposé la question du cheval vert d'Henri III. Donc, on voit bien que on a essayé un petit peu de réaligner l'outil pour qu'il hallucine un petit peu moins. On perfectionne l'outil. Néanmoins, le cheval vert d'Henri III, il me dit oui, tu me parles certainement d'Henri IV, mais il hallucine puisqu'il va me parler du ver galant d'Henri IV, qui était donc un séducteur dans la légende, et puis on me parle du cheval vert de la Ligue catholique pendant les guerres de religion. On me dit que finalement le cheval vert, en fait, c'est pas Henri III, mais c'est plutôt l'imaginaire politique et religieux de l'époque. Enfin, là, on est dans une totale hallucination, encore une fois. C'est-à-dire qu'il a peut-être corrigé que le cheval vert d'Henri III n'existait pas, mais comme il est programmé pour de toute façon produire un texte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas produire un texte, eh bien, quand il ne sait pas, eh bien, ma foi, il va aller chercher ce qui peut paraître le plus probable dans son mode de fonctionnement. Donc, quand on dit la liberté d'accès à l'information, et je vais utiliser un outil comme celui-ci pour avoir une liberté d'accès à l'information, certes, mais l'information que j'ai sous les yeux n'est pas forcément une information qui est celle de la vérité, mais qui est plutôt celle de la vraisemblance. Et c'est un rapport à la vérité qui change en profondeur, puisque tout d'un coup, nous sommes experts. On comprend bien que le cheval vert d'Henri III, oui, c'est une bêtise et que ce qu'il me répond ne tient pas la route. Mais je lui ai demandé, par exemple, tiens, on me suggère de prendre telle molécule avec ce médicament. Est-ce que tu peux me dire si cette molécule est dangereuse ou pas pour le médicament? J'ai pas l'expertise pour pouvoir vérifier si la réponse qu'il m'effectue eh bien, est jouable ou pas. Et là, on voit tout d'un coup que notre rapport au savoir et à l'information est totalement modifié par ce nouvel intermédiaire dont la mission n'est pas de nous donner la bonne réponse, mais la plus probable. Et donc, ce n'est pas anodin, puisque ces outils nous donnent une illusion de vérité. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'erreur sur la marchandise, hein, puisque quand on vous parle d'une intelligence artificielle, si on prend la racine d'artificiel, c'est un artifice, c'est-à-dire qu'il nous donne l'illusion de, eh bien tout simplement, l'intelligence artificielle me produit le texte le plus probable. Vous savez qu'elle fonctionne en prédisant les mots les plus probables pour construire une phrase. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais peut-être je pourrais l'évoquer si vous le souhaitez. Donc, c'est un modèle de prédiction des mots les plus probables ou des phrases les plus probables. Et ce n'est pas du tout une indexation du savoir. Et je vous restitue, selon la requête que vous faites, l'état du savoir actuellement. Donc, on a bien affaire à des probabilités de mots et non pas de faits réels. Et donc, une IA générative, par définition, ne sait rien, mis à part de générer le texte le plus probable. Or, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent un chat GPT comme si c'était un moteur de recherche, eh bien là, quand on est sur un outil qui nous interroge sur la liberté, sur la neutralité de l'information que je produis, eh bien, c'est pas du tout anodin comme question qui est posée. Et donc, la charte biblique nous dit il faut être vigilant. Parce que là, les valeurs pour lesquelles on veut que les bibliothèques portent, défendent, ben, il va falloir peut-être expliquer, j'y reviendrai, qu'on est sous des outils qui n'ont pas du tout été pensés pour nous porter une vérité informationnelle ou une information qui serait issue de faits ou d'opinions, mais ils nous donnent des choses qui sont probables et donc qui ouvrent le champ à
des hallucinations sur ces éléments-là. Alors on dit, souvent on nous dit, mais ces outils sont idiots. C'est pas qu'ils sont idiots, c'est-à-dire que c'est ma question qui est idiote qui génère une réponse idiote. Hein. L'intelligence, elle est de ce côté-là, et l'illusion, elle est en face. Hein. Donc on a une responsabilité là-dessus. Vérité, vraisemblance, deepfake, euh, l'éducation aux médias, à l'information est totalement réinterrogée avec ces outils. Je ne vais pas plus loin, mais le fameux, pendant les vacances de Noël, où des chancelleries ont interpellé la France en disant mais est-ce qu'il y a un coup d'État chez vous parce que des vidéos étaient diffusées par le fait de ces outils, fait qu'on a un rapport aujourd'hui à l'information, à la vérité qui est en train profondément de changer. Cette illusion de vérité ou cette perte de la vigilance, eh bien, en fait, elle est d'autant plus forte que quelque chose de tout nouveau avec ces outils, c'est une forme d'anthropomorphisation de l'outil. C'est la première fois qu'on se met à dire bonjour à un outil, qu'on lui demande s'il pourrait me faire ceci, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, et on le tutoie, est-ce qu'on remercie quand il m'a donné une bonne réponse. Et on a là une illusion qui est extraordinaire, c'est qu'on a le sentiment qu'on a en face de nous quelque chose comme une conscience, hein, une machine qui serait capable de me répondre, elle est capable de me répondre, mais en fait, n'oubliez jamais que quand on dit bonjour à Mistral, ChatGPT ou Gemini, on dit bonjour à un algorithme, mais pas du tout à une forme d'intelligence, et c'est pas anodin, puisque quand vous faites une recherche sur Google, vous ne dites jamais bonjour à Google et vous ne le remerciez pas. Donc, vous avez bien conscience que vous avez affaire à une mécanique, à une technique, à un algorithme. Quand tout d'un coup, on commence à remercier, tutoyer ou saluer une IA générative, c'est que tout d'un coup, on a le sentiment qu'on a affaire à une conscience, à une intelligence, et que un rapport de confiance se met en place. Et c'est pas du tout anodin, puisque quand on dit bonjour et qu'on me répond bonjour, comment tu vas, etc., c'est toute une modification de notre rapport à l'information qui est en train de bouger. Dites-vous bien que dire bonjour à ces IA génératives va peut-être modifier le ton de sa réponse, mais ne modifiera en rien la probabilité de sa réponse, hein, puisqu'ils font des mathématiques et non pas de l'écriture qui est là derrière. Je vous rappelle quand même les chartes, les manifestes et les textes que porte l'ABF. Et là, je vous montre quand même le manifeste de l'UNESCO qui rappelle que nous sommes là aussi pour permettre à chaque citoyen d'avoir la capacité d'être bien informé, d'exercer ses droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société. Et vous comprenez bien que l'émergence de ces IA génératives vient interroger cette capacité et qu'on voit bien que dans notre travail de la fabrique, entre guillemets, du citoyen éclairé, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer pour rappeler que la neutralité et la pluralité sont des fondamentaux et que ces outils-là, si on les aborde sans être vigilant, eh bien, effectivement, on peut très fortement s'en éloigner. Donc, quand je regarde l'article premier de la charte Bible libre et que je regarde juste cet angle-là, je vois bien que la charte Bible libre est un bon outil, finalement, pour rester vigilant autour de ces problématiques. Deuxième tension que j'ai notée, c'est l'affaiblissement d'un savoir ouvert, c'est-à-dire d'un accès direct et au savoir. Je m'explique. Un Internet public ouvert et fiable, on l'énonce dès l'article 6. Autre conséquence de l'IA générative qui n'est pas du tout anodine. On va se concentrer sur le petit carré bleu qui est au centre de cette diapositive. On a ce qu'on appelle la SERP classique. Vous faites une recherche sur un moteur de recherche ou sur un catalogue de bibliothèque d'ailleurs, et ça vous donne une page de résultats et qui vous donne des références, des liens vers des sites internet ou vers des références bibliographiques pour le cas d'un catalogue. Et puis, on voit glisser depuis maintenant plusieurs années ce qu'on appelle de l'overview. Lorsque vous faites une recherche sur un moteur de recherche, souvent on a en haut un début de réponse, hein, souvent qui est allé chercher sur Wikipédia, mais j'ai encore dessous tout simplement la liste de références. Aujourd'hui,
avec les chatbots conversationnels, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de clic. Vous avez la réponse. Et ça, vous voyez ici, j'ai demandé à Perplexity, qui est un moteur de recherche qui est doté d'une IA générative, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que la charte biblive de l'ABF? Eh bien, il me fait la réponse. Et je vous voyais au-dessus qu'il y a des liens, mais c'est moi qui lui ai demandé de me les montrer, ces liens. Mais sinon, si je ne les fais pas apparaître, eh bien, tout simplement, je me contente de la réponse qui m'a été donnée. De la même manière que sur ChatGPT, quand je demande qu'est-ce que la charte biblique de l'ABF, il me l'a décrit, hein, tout simplement autour de ces éléments-là. Et pour avoir les liens sur lesquels il est allé construire cette réponse, si je ne les demande pas, si je ne les clique pas, je ne les vois pas. Mais c'est pas anodin, tout cela. C'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, sur quoi il a choisi les sites pour faire cette réponse. Et puis surtout, ma liberté d'aller cliquer dans les sites, je l'ai plus. Je me contente de la réponse que m'a donnée l'IA générative. Donc, je me contente de la réponse qui a été produite par l'outil. Là où avant, j'avais des références, je devais aller cliquer, je devais aller regarder, et puis c'était plus laborieux, mais j'avais un rapport avec l'information primaire qui était donnée. Aujourd'hui, cette information primaire, elle disparaît de plus en plus. Et on s'aperçoit que finalement, je me contente de la réponse qui m'a été donnée et qu'au final, eh bien, ces IA génératives sont porteurs tout simplement de la fin du clic. Et c'est pas du tout anodin, la fin du clic. Parce que le clic, c'est quand même la conscience que je vais cliquer sur une source pour aller voir de quoi il s'agit. Quand tout d'un coup, je n'ai plus ce geste anecdotique ou symbolique du clic, c'est tout simplement que j'atrophie ma vigilance pour aller voir l'information primaire, me contentant de l'information qui m'est donnée par l'IA générative. Et ce n'est pas du tout anodin, puisque si je me contente de la réponse qui a été générée, eh bien tout simplement, je me contente de ce que me donne l'algorithme. Et rappelez-vous, hein, c'est fondamental que quand c'est un algorithme qui me propose, eh bien c'est pas ma décision, c'est la décision de quelqu'un d'autre. Et donc, je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, et en fait, on rentre dans une plus forte dépendance à une intermédiation algorithmique, puisque je prends finalement comme valable ce qui a été proposé, et c'est la perte d'accès et de visibilité aux sources primaires. Et je vous rappelle que l'accès aux sources primaires, c'est le fondement de la découvrabilité, de la pensée critique, de la découverte de champs que je n'avais pas imaginés. Et ce n'est pas du tout anodin. On voit bien que ces outils nous font passer de l'ère de la page de résultats vers la page de la réponse en mettant de côté tout simplement les ressources. Ce qui est très intéressant, c'est que voir qu'aujourd'hui, je l'ai vu notamment avec des étudiants à l'université de Grenoble, souvent maintenant, le simple fait qu'on me donne la liste des sources semble suffire pour valider l'information. C'est-à-dire qu'on a la liste des sources, mais en fait, on ne clique plus. On ne va plus vérifier. Considérons que la liste des sources est le gage de la garantie que la réponse qu'on me donne, elle est valable. Or, on a vu que c'est des outils qui peuvent halluciner et que si elle lit pas très bien une source, de toute façon, elle va construire quelque chose à partir de cela. Et on voit bien que même quand j'ai les sources, eh bien, ça atrophie ma vigilance à aller vérifier les sources, puisque on m'a donné la liste, tout va bien, donc c'est sérieux. Eh bien non, c'est pas sérieux. Et donc, on voit bien que finalement, cette valeur d'aller vers le savoir qui est ouvert, cette possibilité que j'ai d'aller vers le savoir, on ne me l'interdit pas ici. Mais le fait qu'on vient très fortement me donner la réponse vient atrophier cette vigilance d'aller revérifier les sources primaires et donc mon esprit critique et donc même la question de la découvrabilité. Donc ce n'est pas du tout anodin. Et encore une fois, la charte Bible libre énonce des principes qui sont utiles, encore une fois, pour être vigilant vis-à-vis de ces outils. Je vous encourage à aller regarder le dernier ouvrage d'Olivier Hertzside qui parle d'un web synthétique, parce que vous comprenez que les réponses que nous produisent ces IA génératives, c'est un savoir qui est produit par une machine,
c'est un savoir qui est produit par un algorithme, c'est donc un savoir synthétique qui n'est pas issu de l'humain, de l'esprit humain, et il alerte en nous disant attention, puisque ces outils-là sont en train de développer un nouveau type de web qui est un web synthétique, c'est-à-dire un web fabriqué par des machines, non plus fabriqué par des humains. Or, quand les machines commencent à s'inspirer de contenus faits par des autres machines, c'est le cas là de Wikipédia, et bien en fait, on est en perte de qualité de l'information, donc une homogénéisation des contenus, une perte des points de vue, et donc derrière ce profil un web qui serait totalement uniformisé, et il interroge, et je vous encourage d'aller voir, d'aller lire ce livre absolument fondamental en disant que le projet des GAFAM, c'est aussi peut-être, au lieu de dialoguer avec la machine, autant que les machines dialoguent entre elles et qu'on se contente de ce que nous proposent les machines. Là, on se projette dans des perspectives, hein, on est bien d'accord, mais c'est des points de vigilance qu'il faut avoir, et quand on est un professionnel de l'information et de la documentation, on ne peut pas ignorer ces enjeux, et on voit que la Charte Bible libre, presque 10 ans aujourd'hui, soulevait bien, encore une fois, ces points de vigilance qui restent tout à fait pertinents avec l'émergence de ces outils. Voilà. Mais l'autre problématique, c'est que la disparition du clic, c'est la disparition de l'audience. Alors, vous allez dire pour Amazon, c'est pas grave, mais Wikipédia a alerté en disant qu'ils avaient perdu 10% de leur audience parce que les gens n'allaient plus vers le lien Wikipédia qui était donné dans la page de recherche, mais se contentaient de la réponse qui était donnée. Et donc, ce n'est pas du tout anodin parce que Wikipédia, c'est un commun du savoir, je vais en parler. C'est donc une communauté humaine qui décide de coproduire un savoir. C'est une communauté qui débat sur le savoir, sur l'information, hein, ou dans lesquels certains articles portent à discussion. Et bien tout d'un coup, et donc le fait de voir toujours Wikipédia dans sa page de résultats et même le cartouche qui apparaît en haut de Google, c'est du Wikipédia, me donne l'existence de Wikipédia, me dit que c'est un outil utile qui m'apporte de l'information. Mais quand Wikipédia disparaît du contenu qui a été produit par une IAG, je perds l'intérêt de Wikipédia. Et donc, ce n'est pas anodin, parce que si on perd l'intérêt d'un outil comme celui-ci des communs du savoir, mais on perd aussi tout ce que signifie le commun du savoir, débattre un savoir, en discuter, coproduire, le débat pacifique, hein, qui est là derrière, quand tout d'un coup, je ne suis plus là-dessus. Quand j'arrive sur une page Wikipédia où on me dit attention, cet article prête à débat, c'est une alerte à l'esprit critique. On l'a plus. Et donc, la perte de l'audience de Wikipédia, hein, ils l'ont alerté puisqu'on fête les 25 ans de Wikipédia cette année, c'est pas du tout anodin. Et on voit bien quand on voit l'article 7 qui dit le droit d'accéder et de réutiliser, de créer, de diffuser des communs du savoir qui est un fondement, eh bien, si on n'a pas cette vigilance-là, ces outils-là viennent tout simplement atrophier ces enjeux autour de la production de savoir entre pairs, puisque là, on a des outils qui nous facilitent la vie, c'est indéniable, hein, on est bien d'accord, mais la question de l'activité collective autour du savoir et de l'information, eh bien là, elle est désamorcée hein, de manière très insidieuse autour de ces questions-là. Les IA génératives se nourrissent totalement des communs numériques, Wikipédia, Wikimedia, domaine public numérisé, open access, dont les bibliothèques sont actrices de ces éléments-là, mais les contenus générés par ces IA conduisent à un phénomène de captation de ces outils, c'est-à-dire que comme ils prennent la matière première pour produire quelque chose d'autre, ils ne nous donnent plus le sentiment qu'on est dans une communauté de savoir, mais qu'ils viennent en faire un détournement. Alors, un tout petit peu d'autopromo, mais quand même, je vous renvoie vers l'ouvrage que j'avais piloté sur les communs du savoir et bibliothèque. On ne parlait pas du tout encore à l'époque d'IA générative, mais en fait, tous les éléments que je vous décris étaient déjà très, très présents autour de ces questions-là. Et c'est pour ça que les communautés universitaires, de chercheurs, mais aussi de l'open content alertent en disant attention, ces IA génératives qui sont des outils
quand même assez exceptionnel, hein, il faut pas, hein, c'est énorme. Il faut qu'on garde l'idée quand même du bien commun, d'intérêt général, et qu'il n'y ait pas comme ça une captation et un détournement de ce qu'il est fait la valeur ajoutée d'une communauté informationnelle pour aller vers ces éléments-là. Et donc, vous l'aurez compris, quand on est bibliothécaire et qu'on travaille dans une bibliothèque et qu'on a une charte qui milite pour l'accès libre à l'information et au partage, vous comprenez qu'on est obligatoirement concerné par les enjeux qui sont portés là derrière. Autre tension, c'est la question évidemment de la confidentialité et de la vie privée, qui est là aussi fondamentalement mis à l'épreuve. Le droit d'accéder à l'Internet public ouvert et fiable, hein, garantir le droit à la vie privée, respecter que les données personnelles ne soient pas collectées. On l'énonçait en 2016 pour évidemment la proposition de l'accès à Internet que nous faisons dans nos murs, mais la valeur de garantir la vie privée et la question des données personnelles, elle est évidemment globale. Et que évidemment que lorsqu'on va aller utiliser ces outils-là, il faut être en alerte aussi autour de ces questions. Alors, je vais essayer d'être très clair autour de ces éléments-là, mais il y a deux éléments. Quand on utilise une IA générative, il y a ce qu'on appelle un moteur, c'est un modèle, hein, c'est le système algorithmique qui permet de générer les contenus. C'est le moteur. On a le moteur, par exemple, qui est celui de le moteur GPT, le moteur Mistral, on a le moteur Llama, hein, qui est celui de Meta, qui est le moteur. OK. Et pour qu'on puisse interagir avec ce moteur, on a besoin d'une petite couche applicative qui est le chat. Voilà. Et donc, par exemple, quand vous êtes sur Copilot, qui est Microsoft, vous avez la couche applicative qui est portée par Microsoft, mais le moteur qui est à l'intérieur de Copilot et ChatGPT, c'est GPT hein, qui est derrière, OpenAI. Bien. Le moteur ne capte pas nos données. Le moteur, il mouline sur ce qu'il a appris, il ne récupère pas nos données personnelles et il ne récupère pas les informations qu'on lui donne. Par contre, la couche applicative, elle, peut récupérer les données personnelles, peut récupérer nos informations et les réinjecter, si elle le souhaite, dans le moteur. OK. Et donc, c'est très important de se dire que quand on dit oui, mais finalement, cet outil turbine avec Mistral, donc c'est sécure, c'est européen, etc. Oui, le moteur, il est sécure, mais la couche applicative qui est là derrière, c'est qui? J'exagère, mais si je dis que DeepSeek, ce qui n'est pas le cas, tourne avec Mistral, ben, en tant que tel, le moteur, j'allais dire, il est sain. Mais la couche applicative DeepSeek, elle, qu'est-ce qu'elle fait de mes usages personnels? Qu'est-ce qu'elle fait de mes données personnelles? Est-ce qu'elle les garde? Est-ce qu'elle les rebalance à l'entraînement ou quoi que ce soit? Et donc, souvent, il faut être très, très, très attentif entre ce qui est l'ordre du moteur, du modèle, du LLM, et de la couche applicative. Et notre vigilance, elle doit être au niveau de la couche applicative. J'espère avoir été clair, hein, parce que c'est un peu technique, mais souvent, on ne fait pas trop ce distinguo entre ce qui est de l'ordre du moteur et de la couche applicative. Et donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'au-delà du moteur, c'est de regarder quelle est la couche applicative qui est posée là derrière. Et donc, quand vous êtes avec un chat GPT, ben, un chat GPT, vous avez un moteur qui est très bien, mais la couche applicative qui est la chat, eh ben, elle, quand vous êtes dans une version gratuite de ces outils-là, eh ben, tout ce que vous donnez comme information et tous les éléments d'échange que vous avez avec elle dans la version gratuite, eh bien, en fait, est réinjecté dans l'entraînement. Et donc là, c'est la probabilité que ce que je lui donne est réutilisé derrière, elle est peut-être faible, mais par principe, je ne veux pas forcément que ce que je fais avec cet outil-là vienne nourrir tout simplement le modèle économique de cet outil-là. Je vous dis juste que dans les paramètres de ces outils, on peut toujours aller demander qu'on ne veut pas. Alors eux, ils nous disent que ça me permet d'améliorer le modèle, ce qui n'est pas faux, parce qu'ils s'entraînent mieux. Et derrière, hein, c'est tout ce qui est posé derrière ces éléments-là. Et vous dire que il y a aujourd'hui des IA génératives, alors certes, hein, elles sont beaucoup moins performantes, c'est tout à fait normal, mais qui essaient malgré tout de proposer un moteur qui soit sain et aussi une couche applicative qui essaie de respecter la question des données personnelles.
et de la confidentialité. Je vous montre Lumo qui est porté par Proton, que vous connaissez peut-être, hein, qui propose aussi des services en ligne qui essaient d'être autour de ces éléments-là. Bon, ben, vous voyez hein, que quasiment tous ne respectent pas du tout les éléments de confidentialité. Alors, quand vous passez à des versions payantes, vous avez des garanties supplémentaires. Hein, mais quand vous avez une version gratuite, c'est open bar. Bon, eh ben, encore une fois, ce n'est pas anodine. Ça, c'en est un autre, ça s'appelle Euria. Alors, Euria, c'est une IA générative qui est en Suisse. Alors, ils ont comme moteur DeepSeek. Donc, on a dit, c'est un scandale. Effectivement, c'est OK. Mais ils ont pris le moteur DeepSeek et puis la ligne. On peut l'aligner, le moteur. Mais la couche applicative, elle, est totalement respectueuse. Donc, ce peut vous dire que je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, mais en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est la couche applicative. Si Euria nous dit, mais nous, on a réaligné le moteur, puisque j'ai la main sur le moteur, je le réaligne pour que le Dalai Lama soit plus un terroriste, mais soit, pour aller très très vite, soit plutôt un chef spirituel, ça me pose moins de soucis. Hein, le moteur, c'est comme vous avez parfois un moteur Citroën dans une Fiat. Vous voyez, c'est pareil. Puis Fiat a un petit peu ajusté le moteur parce qu'il veut que pour sa voiture, c'est exactement le même élément. Bon, eh bien, ou alors vous pouvez avoir carrément, Cyril Jouan avait fait un billet de blog là-dessus, vous pouvez installer dans votre ordinateur, ben là, par exemple, vous allez sur GPT for All, ben vous installez, vous choisissez le moteur que vous voulez, vous l'installez sur votre ordinateur, et puis là, ben, c'est entre votre ordinateur et vous. Alors, ne vous attendez pas à avoir un chat GPT ou un Mistral, hein, il faut être extrêmement lucide là-dessus, mais pour pouvoir réécrire un texte ou améliorer des éléments, des fois, c'est largement suffisant. Et donc, on voit bien que, si je reviens rapidement en disant nous devons défendre le droit d'accéder à un Internet public ouvert et fiable qui respecte la vie privée, la charte Bible libre, quand on s'engage à la signer, eh bien, on s'engage justement à éclairer, tout simplement, les gens autour de ces éléments-là. Donc, c'est pas simplement je mets à disposition un Internet dans la bibliothèque qui est respectueux de ces valeurs-là, mais je fais en sorte aussi que avec cet Internet respectueux, ils vont aller peut-être sur un chat GPT. Il ne s'agit pas de l'interdire, mais c'est de dire comment j'éclaire tout simplement les gens pour qu'il y ait une compréhension autour de ces outils. Et donc, face à l'IA générative, on a besoin de médiation et de tiers de confiance. Eh bien oui. Alors, autant j'allais vous dire que tout ce qu'on a vu, ça plombe peut-être un peu le moral. On se dit, mais finalement, c'est une difficulté pour nous. Mais l'IA générative, en fait, son émergence démontre, et il n'y a strictement rien de nouveau là derrière, c'est que les bibliothèques, c'est un besoin accru de médiation et l'affirmation d'un tiers de confiance. Et il faut prendre aussi l'émergence de ces IA génératives comme des outils. Et d'ailleurs, l'article 2, dès le deuxième article de la charte, on indique que le droit à accompagner les citoyens, de leur donner les moyens d'évaluer, de comprendre et d'être un intermédiaire de confiance dans ces éléments-là, ben on y est complètement, en fait. Et que l'émergence des IAG réactive d'autant plus l'article 2 en disant oui, le libre accès à l'information numérisée, c'est un droit fondamental, mais il ne peut être séparé de l'accompagnement pour donner la capacité à ce citoyen de prendre le mieux de tout ce qui est proposé et de garder la vigilance qui est là derrière. D'ailleurs, l'article 4 dit le droit d'expérimenter. Donc, le droit aussi de comprendre. Et puis, et de fait, je porte ici ce que font les bibliothèques qui se sont déjà emparées de ces questions-là. Je prends le cas de Chartres, parce que Chartres a été une des toutes premières bibliothèques à partir. Il y avait une volonté politique, hein, puisqu'il les élus ont demandé à ce que la médiathèque s'appelle MedIA Tech. Bon, ce qui est un petit peu, voilà, qui est un peu cosmétique tout cela, mais derrière, il y a une vraie programmation d'accompagnement autour des IA, jusqu'à même proposer quelquefois des versions payantes d'IA commerciales au public pour leur dire, mais au moins avec ces versions payantes, on vous donne une garantie malgré tout que les données ne sont pas réutilisées ou quoi que ce soit. Et donc, on est toujours sur la brèche. Hein, c'est une manière de faire la promotion aussi de ces outils-là, mais d'expliquer que la version payante, elle vous garantit
des outils plus sécures ou quoi que ce soit, ben, ma foi, bon, ce n'est pas anodin. Là, je vous montre la question de la médiation que j'aime dire, et ça, c'est dans le réseau des médiathèques auxquelles je suis, où on a porté un très gros programme autour des IA génératives, et la ligne rouge, pardon, excusez-moi, le fil rouge, pas la ligne rouge, de cette médiation, c'est le doute raisonné. C'est-à-dire qu'on veut que dans ces outils, dans la manière dont on présente ces outils, on leur dit il faut avoir le doute méthodique, hein, pour reprendre l'expression. Et donc, c'est comprendre comment ça fonctionne, c'est savoir qu'il y a des biais, et qu'on peut les contrecarrer, ces biais, quand on en a conscience. C'est savoir challenger une IA, c'est de lui dire ça me plaît pas ce que tu as fait, ou ça ne va pas, puisque quand on lui dit que ça ne plaît pas, elle se corrige, hein, tout simplement. C'est savoir lui dire mais d'où tu sors cette ressource, et qu'elle vous dit je les sors de là, mais est-ce que tu l'as vérifié? Non, puisqu'elles sont très honnêtes, hein, pour le coup, hein, les IAG, puisqu'elles n'ont pas de conscience, donc elles savent pas ce qui est mentir ou pas mentir. Donc, quand vous lui dites, mais ta ressource, elle n'est pas vérifiée, il dit, oui, oui, effectivement, rien n'est vérifié dans toutes les ressources que je t'ai données. Ben, c'est ça, la vigilance. C'est pas simplement d'être sur ces éléments-là, de lui expliquer que comment tu as pu écrire cette réponse. Voilà. Est-ce que l'œuf de la brebis est blanc? Oui, il est blanc. Bon, c'est une ânerie. La question est bête, hein. Donc la réponse, elle est bête, hein. Mais si je lui dis, mais explique-moi comment tu as pu faire cette réponse, c'est super intéressant à regarder. Et ça, il faut apprendre à aussi dépasser juste le bonjour ChatGPT et essayer de le dresser aussi un tout petit peu. Et puis développer cette culture du doute, hein, et d'avoir une utilisation éclairée. Donc oui, la charte Bible libre nous donne le périmètre pour lesquels on peut agir. Vous connaissez peut-être ce que l'on appelle les cafés IA, hein, qui sont très portés. Alors, les cafés IA, ce n'est pas du tout des moments de formation, c'est des moments d'échange, hein, où on discute un peu de tout ce qu'on vient de se dire. Voilà. Donc, d'être dans une sorte de partage et de débat qui est un peu éclairé. Ben, l'article 5 de la charte dit le droit d'être en capacité de participer et au débat citoyen. Ben, les cafés IA, c'est pas simplement pour dire aux gens vous devez utiliser ces IA, mais c'est de dire des IA génératives dans notre société de l'information, qu'est-ce que ça soulève comme problématique? Est-ce que ça vous a déjà confronté? Est-ce que vous avez été mis en difficulté ou pas? Enfin, voilà, c'est l'espace public qui est la bibliothèque et qui s'empare de la problématique de l'IA générative. Et je reviens à l'article 2, hein, qui explique que pour pouvoir faire cet accompagnement, ben, la formation professionnelle, et d'ailleurs la loi bibliothèque, hein, rappelle fondamentalement la qualification du bibliothécaire. Un bibliothécaire, c'est aussi une expertise, et que c'est pas simplement je vais être très caricatural, mais celui qui était au service vie sociale et qui était devenu asocial et qu'on est allé mettre à la bibliothèque parce que là-bas, la bibliothèque, tout le monde peut être bibliothécaire. Ben, il y a une expertise, une compréhension de ce qu'est la société de l'information à l'heure du numérique et que l'information, et ce qu'on fait là, fait partie de cette démarche-là, de dire qu'il faut être informé. Il ne s'agit pas de savoir comment l'utiliser, mais interroger l'impact de ces outils dans une société de l'information et des savoirs. En gros, si je reprends la charte Bible libre, qui est il y a une dizaine d'années, elle est totalement pertinente. Parce que la charte Bible libre, elle nous pousse à nous poser des questions quand on y a adhéré, ou quand on va développer des dispositifs dans les labels. Est-ce que la technologie ou le numérique ou le dispositif que je mets en place, est-ce qu'il renforce la notion de pluralisme ou est-ce qu'il nous enferme dans des logiques? Est-ce que l'outil que je développe, le dispositif, est respectueux de la confidentialité de la vie privée, qui est le postulat de la confiance qu'on a avec son intermédiaire? Est-ce que cet outil favorise-t-il l'inclusion? La réponse, elle est oui, puisqu'on a des retours pas inintéressantes, puisqu'on a des gens qui, en difficulté avec l'écriture, ont trouvé dans ces outils des moyens de pouvoir rédiger des courriers en indiquant que, ben moi avant j'étais obligé de toujours demander à quelqu'un de m'écrire quelque chose, ben, ces outils-là m'ont redonné une forme d'autonomie
je n'irai pas dire une forme de dignité, mais en tous les cas, une forme d'autonomie. Donc, on voit bien que c'est des outils qui ne sont pas anodins. Mais quelqu'un qui va utiliser un chat GPT pour faire son courrier à l'administration et que dans son courrier, il met son numéro de sociétaire, son adresse, son numéro de carte bleue ou quoi que ce soit. Et là, on voit bien que tout d'un coup, on bascule dans la dimension qui est celle de la vigilance. Et donc, est-ce qu'elle favorise l'inclusion? Oui, mais attention à la question du recul et de l'esprit critique de l'outil. Est-ce que ça favorise les communs? Non, a priori. Si je prends les outils, il y a plutôt une captation des communs. Et donc, du coup, si on perd la notion de l'intérêt du commun, eh bien, c'est quand même toute cette question des communs du savoir qui est réinterrogée, puisqu'on s'en détourne. On ne voit plus l'intérêt d'un commun du savoir, puisque finalement, j'ai tout ce que je veux là derrière. Et est-ce que l'IA générative soutient l'esprit critique? Oui, si effectivement la bibliothèque joue bien son rôle d'intermédiaire de confiance et de dire attention à ces nouveaux intermédiations des savoirs qui est portée par l'IA générative, eh bien, on a une place absolument fondamentale à jouer et qu'il ne s'agit pas simplement de dire je vous explique comment ça fonctionne, mais c'est de positionner tout simplement le citoyen qu'il est. Est-ce que cet outil-là va quand même dans le sens de énoncé par la charte Bible libre? Voilà, c'est le cycle dit éthique d'une IA, c'est-à-dire posons-nous la question de choix des outils d'IA, euh, formés au prompting avec le Lumo ou Euria ou avec Mistral, ça ne vient pas diminuer ma qualité de faire du prompting avec ChatGPT. Vous voyez, donc c'est pas anodin d'apprendre avec un outil alternatif s'il ne m'empêche pas, après ce que j'ai appris, de pouvoir faire quelque chose avec. Et apprendre avec un LibreOffice me contraint pas après si je veux utiliser Word. Oui, c'est vraiment cette idée-là. Et puis, il y a la question de la confidentialité. C'est-à-dire que est-ce que cet outil que j'utilise va dans le sens de ce que je vais proposer? Et puis le troisième axe de cette éthique, c'est tout simplement d'être dans la transparence, tout simplement. C'est d'être transparent. Et je terminerai avec ces éléments-là. La question de la transparence, elle n'est pas anodine. Alors, je vais remonter de manière très, très brutale vers ma première diapositive. J'en suis désolé. Vous voyez que j'ai indiqué en bas, donc vous voyez que ce diaporama est un commun, donc très bien. Mais j'ai mis assisté par IA. C'est fondamental la transparence. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai fait ce diaporama assisté par une IA, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé à l'IA de me faire mon diaporama, pas du tout. J'ai juste dit, voilà, je vais présenter cela, je vais parler peut-être à des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les notions, quelquefois, de l'IA générative. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des points sur lesquels je pourrais revoir ma reformulation? Très bien. La transparence, elle est fondamentale parce que si je vous avais envoyé ce support il y a une semaine, je suis quasi certain que certains d'entre vous auront dit bah, il est gonflé, le père du Jol, il se fait faire son truc par une IA. C'est-à-dire que le regard social que nous avons sur ces outils est quand même assez sévère, assez sévère. Et que quelqu'un qui utilise une IA est très vite catégorisé comme feignasse, pour aller très très vite, ou tricheur. Or, c'est plus subtil que ça, en fait, les IA. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé cet outil-là, je suis capable de tout expliquer ce que j'ai fait avec cet outil-là, et puis je l'ai utilisé en étant avec les points de vigilance que j'ai là derrière. Le simple fait de dire que je peux produire en étant vigilant avec une IA, c'est une transparence nécessaire pour donner l'intérêt aussi de ces outils. Alors que si on fait du shadow IA, c'est-à-dire de l'IA cachée en permanence, on ne démontre pas aussi que c'est des outils quand ils sont utilisés de manière éclairée, peuvent aussi nous faciliter la vie. Et donc, moi, c'est pour ça que aujourd'hui, je mets que j'ai été assisté par une IA pour faire mes supports. Je n'ai aucune difficulté à le mettre parce que je sais que je peux expliquer tout ce que je mets dans mon support. Mais c'est une manière aussi de démontrer qu'on peut avoir une approche, on va dire, responsable de ces outils et ne pas forcément dire je l'ai fait avec une IA et donc on est ces éléments-là. Le droit d'accéder à l'information librement, tout ce qu'on vient évoquer, quand on a une conscience de ce que soulève la question de l'IA générative, il n'y a pas de raison,
alors je ne parle pas de l'aspect environnemental puisqu'elle n'est pas dans la charte, hein, mais il n'y a pas de raison d'avoir un discours qui serait de dire vous utilisez de l'IA, vous allez forcément à la catastrophe. La capacité, hein, ou la capacité, l'encapacitation, c'est plutôt d'assumer les choix en ayant essayé de minimiser les effets négatifs et d'essayer de maximiser les effets qui sont là derrière. Voilà, je m'arrête là. J'espère avoir été clair, parce que c'était une démonstration un peu comme ça, là, un jeu de réflexion avec la charte, mais je suis ouvert à vos remarques et à vos questions. Merci beaucoup, Lionel. C'était effectivement passionnant de croiser tout ça entre voilà, présentation de l'IA et le lien avec la charte Bible libre. Ben voilà, les questions sont ouvertes. On a encore largement du temps. Donc n'hésitez pas, soit dans le chat, soit ben, à prendre le Oui, micro pour poser une exactement. Ou question. si vous souhaitez que j'approfondisse un point, parce que je voulais faire qu'une heure hein, de propos Hmm, pour pas être trop long, ouais. n'hésitez pas, je peux approfondir certains points. Bon, il y a déjà une question de Benoît Casal qui Oui. dit voilà, est-ce que comme logo, on pourrait avoir un logo produit avec l'IA? Est-ce que le logo des Creative Commons, on pourrait avoir un jour un logo? Ah ben, alors il y a des universités. Là, le logo que vous avez vu sur ma présentation, c'est l'université de Grenoble qui l'a produit. Il y a assisté par IA. Il y a, j'ai oublié le deuxième niveau qui est, je l'ai fait faire par une IA. Et puis il y en a un premier qui est fait sans IA. Ça n'a aucun intérêt là derrière. Moi, je défends beaucoup. Alors là, je prends ma casquette puisque je suis chargé de mission d'accompagnement sur les IAG au sein de ma collectivité, plus largement la lecture publique. Moi, je défends hein, l'idée de la transparence. Moi, je défends ce qu'on dit, bah, cet email, je l'ai écrit assisté par une IA. Le problème, c'est que ça, c'est super intéressant, mais encore une fois, il faut regarder le regard social que nous avons sur l'outil. Je peux vous certifier que si vous envoyez un mail en disant je me suis fait assister par une IA, il se peut que vous ayez des retours qui soient extrêmement pas positifs. Donc, ça interroge la maturité de l'organisation autour de ces éléments-là. Et donc, mais oui, moi, je ne fais qu'encourager le fait d'utiliser assisté par une IA, parce que le simple fait de le mettre suscite la question, et donc c'est le début d'un esprit critique. Vous voyez, c'est dire, mais alors finalement, tu l'as fait faire tout partout, et on dit, ben non, je ne délègue pas, je me fais assister. On dit que la ligne rouge dans les IA génératives, c'est quand je lui demande de faire quelque chose et que je suis plus capable d'expliquer ce qu'elle m'a produit. Là, on a dépassé le cadre. C'est quand je peux plus Hmm. expliquer ce que m'a fait une IA, ça veut dire que j'ai dépassé le cadre de ce que je pouvais être. Je suis plus assisté, mais là, c'est une délégation, et là, on est dans les dangers. Et une autre réaction de Ségolène, là, je t'invite à la lire. Ouais, bien sûr. Alors, Ségolène nous dit qu'il y a des collectifs et qui affichent sans utilisation de l'IA, mais évidemment, vous avez bien compris que moi, mon propos n'est pas du tout de dire aller vers les IA génératives, hein, on est bien d'accord, on peut ne pas les utiliser. Et le fait de dire bah, la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que sans utilisation, sans IA, qui est donc un point de vue qui est militant, sous-entendrait que celui qui va utiliser l'IA est du mauvais côté. Vous voyez, je trouve qu'il faut être un peu plus subtil que ça dans l'approche de ces outils-là. Mais je la comprends. Alors toi, je sais pas Merci si tu as fait Benoît. si t'as fait une manip, mais on te voit plus pour l'instant. Enfin, une fausse Ah, manip. Peut-être que, voilà, c'est voilà. mieux. Il y Et a, il y Benoît, a- ouais, ouais, et donc je dis que c'est ce que fait l'université de Montréal, hein, je crois, ouais, me semble-t-il. apparemment, ouais. C'est marqué Canada, mais effectivement, oui, c'est moi, ça a l'air d'être, Ouais. je sais pas d'où ça vient, ouais, effectivement, une université. Donc il y a Nicolas, bah, je sais pas si vous voulez prendre la parole. Comment connaître les différentes couches applicatives Applicative. existantes? Ouais. Alors en fait, c'est assez simple hein, le schéma, c'est-à-dire que vous avez le moteur qui est ce qui mouline, hein, sur lequel on n'a pas accès, et la couche applicative, c'est l'interface que vous avez sur le web. Quand vous arrivez sur le chat, c'est l'interface, c'est la couche applicative du moteur Mistral. Vous voyez, c'est la barre de recherche, c'est toute l'interface.
web que vous avez, qui est la couche applicative. Et c'est cette couche applicative, est-ce qu'elle fait une captation de vos données, de ce que vous faites, comme dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on alerte en disant attention, ne pensez, le moteur lui ne prend rien, hein, c'est la couche applicative qui envoie dans le moteur. Donc si j'ai une couche applicative qui dit moi je garantis la sécurité, ça veut dire qu'il n'y a rien qui bascule dans le moteur. Donc le moteur, il faut attendre une nouvelle version du moteur pour avoir quelque chose de plus performant. Voilà. Hmm. Euh, Et du coup, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, attendez. ouais, Euh, j'ai perdu mon. J'ai perdu pendant que vous parliez. Oui, Et du sur les coup, couches applicatives. comment c'est Ouais. dans les paramètres qu'on devrait aller voir que la couche applicative ne pas véhiculer oui. les données? C'est-à-dire que dans vos paramètres, vous allez voir et souvent, vous pouvez demander à ce que vous faites avec l'IA générative ne sert pas à entraîner le modèle ou à l'améliorer. Hein, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Exactement. De la même manière que vous pouvez aussi activer ou désactiver, qui ne garde pas en mémoire vos échanges. Alors attendez, la mémoire, c'est pas parce que je suis allé très vite, mais ces IA génératives sont des machines apprenantes. En fait, elles apprennent de ce que l'on fait avec elles. C'est-à-dire que si à un moment vous lui dites je ne veux plus que tu me fasses des puces avec des petites icônes, ce que fait très bien ChatGPT, je veux maintenant que tu me fasses des tirets, ben elle va apprendre. Elle va plus vous faire des tirets, elle va vous faire les tirets. Si je lui dis moi je veux que ma note administrative elle soit toujours comme ça, comme ça, comme ça, elle va apprendre et elle va appliquer ce que vous lui apprenez. Ensemble, on dit qu'on la dresse. Ce n'est possible que si vous avez un compte, même gratuit. Sans compte, elle n'apprend pas. Ben, vous pouvez lui dire, un, je ne veux pas que tout ce qu'on fait ensemble, tu l'utilises pour faire l'entraînement, et je veux pas que tu apprennes avec moi. Mais le seul problème, c'est que si vous voulez pas qu'elle apprenne avec vous, elle sera jamais performante. Vous voyez, Hmm. c'est toujours un peu l'équilibre à trouver. Moi, si je veux utiliser une IA générative, c'est pour qu'elle m'aide à mieux travailler. Et si je lui dis tu n'apprends rien de moi, eh ben, en fait, elle va jamais m'améliorer ma manière de Hmm. travailler. Donc, je lui dis tu gardes en mémoire mes habitudes de pensée, et par contre, tu ne donnes rien à la version qui est entraînée. Puis si vous avez une version à 20 euros, ben, c'est mieux. Vous avez la version à 200 euros, ben là, vous avez la confidentialité qui est posée. Et le niveau B2B, là, c'est hors d'atteinte autour de ces outils-là. Je ne Hmm. sais pas si j'ai été plus clair. D'accord. Est-ce que lors de l'inscription, du coup, quand on s'inscrit sur ChatGPT, par exemple, il n'y a pas une obligation dès le Non, départ, d'accepter de fournir les données pour Non, avoir accès à tout? non, non. non, pas du tout. On peut le régler, ça. Il faut aller dans les paramètres. Hmm. Paramètres parce qu'ils jouent sur l'extraterritorial. Enfin, c'est un peu complexe, mais il joue sur l'extraterritorialité. Enfin, vous savez qu'il y a du droit américain, mais qui s'applique finalement à l'Union européenne parce qu'on utilise les services. Enfin, voilà. Mais non, c'est une démarche volontariste. Et par contre, Euh, juste une dernière question, j'ai pas trop compris pour Chatting et Local Dog, des choses comme ça. Donc, c'est des chats alternatifs ou pas? Ou ça n'a rien à voir? oui, si, c'est des chats alternatifs. Alors, le premier que vous m'avez dit, c'est que je comprenne. C'était Start Chatting, je crois. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est alors aujourd'hui des IA génératives. On a les six mastodons, mais il y en a des centaines, des centaines. Et aujourd'hui, on parle de LLM, qui sont les larges modèles de langage. C'est les gros mastodons qui s'entraînent sur, qui ont des milliards de références. Mais on a des SLM, des Small Language Models, qui sont des tout petits modèles qui ont beaucoup moins de références. Et c'est souvent ceux-là et sauf que ils sont moins performants. Et voilà, il faut comprendre que il faut, c'est pas tout d'avoir le moteur. Hein. C'est-à-dire que le moteur aussi, il faut qu'il soit en capacité de bien comprendre la requête en langage naturel, etc. Et que, par exemple, quand je vous dis que vous pouvez installer un Mistral en local sur votre ordinateur, c'est extrêmement simple. Bah, il va être limité par la puissance de calcul de votre ordinateur. Donc, si vous voulez qu'il vous fasse une image pour illustrer un truc, il ne pourra pas. Donc, et on voit bien que les petits, ceux que vous citiez sont des petits modèles de langage, mais qui sont très réduits par les capacités de calcul. Donc, pour faire de la correction orthographique, reformuler, c'est très bien. Faire de la chaîne de pensée pour vous faire des idées, là, elles sont très, très vite limitées. Donc après, dans l'ordre, il y avait que pensez-vous des IA académiques?
Alors, oui, les IA académiques ou pour les collectivités territoriales, Ouais, il y a un outil il y qui a une s'appelle question Deli. du ministère de la Culture là-dessus aussi. Ouais. Ok, donc il y a Dimnum. Ok, il y a Delibia Delibia qui est une IA générative qui a été pensée pour les collectivités territoriales. On déploie là où je suis. Ok, l'intérêt de ces outils académiques ou qui sont portés par un ministère, puisque il y avait Albert, mais bon, c'est un peu un serpent de mer, Albert, ou d'autres, c'est deux choses. D'abord, c'est la souveraineté, qui est une question absolument fondamentale, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont européens, français, hébergés chez nous, et donc du coup soumis à la réglementation européenne, qui est quand même pour le coup très 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 protectrice au niveau des données personnelles, même si le RGPD et l'IACT étaient un peu réinterrogés. Ça, c'est le premier point. Deux, les académiques, les machines s'entraînent sur des corpus documentaires qui ont été vérifiés, ou en tous les cas qu'on a mis un label de qualité, alors que les IA génératives généralistes prennent tout, même ce que Croquepedia, comme je l'ai dit. Donc, du coup, la probabilité d'une hallucination est beaucoup plus élevée. À faire une réponse probable avec tout et n'importe quoi et une réponse probable avec un corpus de qualité, c'est pas tout à fait la même logique. Et donc, oui, c'est des IA génératives de confiance. La seule problématique, c'est que, et là je vous en parle en termes de connaissances, c'est que ces IA académiques ou portés par des collectivités territoriales viennent se confronter à la puissance de calcul des IA génératives où quelquefois, quand on n'a pas bien compris qu'on était sur des périmètres plus petits et qui pensaient d'une certaine manière, il y a un potentiel déceptif très très important. Et on voit bien que des collègues nous disent, oui, mais ton truc, la collectivité territoriale, effectivement, c'est super intéressant. Mais alors par contre, il ne me donne pas la sauce béchamel, quoi. Eh ben oui, c'est normal qu'ils ne donnent pas la sauce béchamel. Et donc, on est sur des tensions qui sont fondamentales. C'est hyper important d'avoir des IA académiques. Alors, c'est très technique, mais des RAG, hein, des choses comme ça, puisque si le corpus est vérifié, on réduit la question des biais, on réduit la question, enfin, les biais, il y a toujours des biais, mais en tous les cas, des biais, du détournement des choses qui sont posées là-dessus. Donc, il y a des enjeux aujourd'hui hein, de porter des IA qui soient tout à fait souveraines. Si on Mais passe les remarques, il faut qu'elle marche, hein, c'est ça Mm. surtout. Il ne faut jamais Ouais. oublier qu'une IA, elle a d'intérêt que si elle apporte une valeur d'usage. Si elle Mm. n'apporte pas de valeur d'usage, ce qui était un peu le cas avec Albert, parce qu'Albert était une IA qui était pensée notamment pour accompagner les agents qui sont dans les maisons France Service, mais si elle n'amène pas la valeur d'usage, c'est très très compliqué. Mm. On repousse les gens dans les IA commerciales. Après, il y a juste une question sur est-ce que tu interviens auprès d'étudiants informaticiens ou de communication? Enfin voilà, c'était parce que tu as parlé de Alors, tes interventions ouais, en moi, université. j'interviens beaucoup alors je fais beaucoup d'accompagnement en intra autour d'organisations qui veulent des collectivités territoriales, des bibliothèques ou des équipements culturels. L'idée, l'intervention, c'est quelle doctrine on adopte. On l'a pas évoqué, mais quelle est la doctrine de votre bibliothèque ou de votre organisation en termes d'IA générative? Est-ce que vous l'interdisez? Est-ce que vous avez préconisé des bonnes pratiques? Est-ce que vous interdisez tel ou tel usage? Comment vous amenez les éléments? Quels sont les cas d'usage? Parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui disent si j'ai pas d'IAG, on passe à côté de quelque chose, mais c'est pas la bonne réponse. Hein, c'est vous en avez besoin pourquoi? On sait qu'aujourd'hui l'IA et commence à être injecté dans les catalogues de bibliothèques et on voit que ça a des effets sur la découvrabilité absolument gigantesques. Mais aujourd'hui, je demande à ChatGPT, propose-moi 10 romans pour découvrir la science-fiction. Ben, il me le fait en 20 secondes. Donc pourquoi j'irais demander à un bibliothécaire? Enfin bon, bref, voilà, hein, c'est des éléments qui sont dessus. Mais oui, oui, on fait de la formation et de l'accompagnement autour de ces éléments-là. Il y a aussi une remarque intéressante sur est-ce que ça va augmenter la fracture numérique finalement, l'IA? Enfin, comment tu Alors, vois les choses, toi? ah ben, clairement, Mm. c'est-à-dire que là, on a un outil, enfin, il ne vient pas l'accélérer, il vient s'y ajouter à la fracture D'accord. numérique. Mais c'est pas anodin, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça vient impacter très fortement le monde du travail pour les juniors. Les juniors, c'est ceux qui rentrent dans le monde du travail, par exemple.
OK. Et on va s'apercevoir que entre quelqu'un qui maîtrise pas et qui maîtrise l'IA générative, ça commence à avoir quelques éléments, mais surtout un développeur, on le vit avec les jeunes développeurs qui sortent de l'école avec leur diplôme ne trouvent plus de travail. Parce qu'en fait, ce qu'on donnait à un développeur débutant dans l'entreprise, aujourd'hui, l'IA générative le fait sans problème. Et donc, le secteur privé dit, mais pourquoi je vais aller embaucher un junior, puisque maintenant, je Mhm. prends un abonnement et j'ai là-dessus. Et donc, on voit bien que ce qui va devenir fondamental, c'est l'approche experte de ces outils. C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité de faire un assistant IA, un agent IA, on appelle IA agentique. Pour revenir sur la question initiale, est-ce qu'elle va être une fracture? Oui, parce que quelqu'un qui n'aura pas accès à ces outils-là, ben, quelqu'un qui est en difficulté avec l'écriture, eh ben, en fait, sera amplifié parce Mhm. qu'il Ouais, n'aura c'est pas ça. accès à ça. D'où le fait Mhm. d'aller dans une bibliothèque pour pouvoir peut-être utiliser l'outil. Puis si on me dit en plus Mhm. l'outil que vous utilisez, il est sécure, il n'y a pas d'éléments. Donc en Mhm. fait, il n'y a qu'un prolongement de ces éléments-là. 900 millions d'utilisateurs ChatGPT hebdomadaires, hein, en même pas 3 ans. Hein, Twitter, 100 millions d'utilisateurs en 5 ans. C'est Ouais, pour mesurer qu'on n'est pas dans un... Il y a une bascule, hein, mhm. Ouais, tout à absolument fait, c'est énorme. impressionnant. Ouais. Il y avait une question sur dresser ChatGPT, c'est sur la durée d'une session ou de l'améliorer Non. sur la durée collectivement. Alors, dresser ChatGPT, c'est très... alors, et pas que ChatGPT, hein, Oui, tous. allez-y, Hein. en général. Ouais. Voilà. Donc, pour pouvoir la dresser, son IA, il faut avoir un compte, même Mhm. gratuit. C'est fondamental pour qu'il Mhm. puisse savoir que c'est Lionel ou Xavier qui lui parle. Hein, si Mhm. vous... OK. Deux, l'adresser, c'est rien lui laisser passer. C'est-à-dire que dès qu'elle vous fait quelque chose qui ne va pas, il faut lui dire, ça ne va Mhm. pas. Ou je veux plus que tu fasses ceci. Mhm. Ou explique-moi comment tu as fait ce truc-là, j'ai un doute. Voilà, hein, c'est très important. Il y a une Ça, collègue ça qui se... il y a une collègue qui me disait ne réponds pas, arrête de me caresser dans le sens du poil. Puisque c'est C'est ça. c'est le biais naturel en disant ah c'est une idée géniale, oui tu fais bien de penser à ça. Enfin voilà, elle est très C'est positive exa- en général. et- Ouais, ouais, en fait, comme elle n'a ouais, pas de conscience, ouais. elle ne peut pas dire que ce que je fais est bien ou mal. Hmm, Voilà. Donc, si je lui dis la vie est dure, elle me fait oui, c'est vrai, effectivement, la vie est dure. Voilà. Elle hmm, va pas me dire ben non, Lionel, ressaisis-toi. Ok. ouais, Donc, vous devez lui dire, par exemple, je veux que tu prennes pas ce biais. Ou ouais. voilà, il faut tout parce que encore une fois, je donne une image qui est importante. Tu dis c'est comme une machine à laver, c'est bête comme une machine à laver. C'est-à-dire qu'une machine à laver, vous mettez votre vaisselle dedans, elle vous lave la vaisselle. Voilà. Mais elle vous dit pas, mais non, tu peux pas. Moi, je lave le linge. Parce qu'elle aurait conscience Hmm, qu'elle était une machine à laver le linge. Elle n'en a pas. Donc l'IA, c'est pareil. Vous lui donnez hmm, n'importe quoi, elle vous fait le truc n'importe quoi. Donc c'est à hmm, vous. Donc cet apprentissage de dresser, ça se fait pas en 2 ou 3 fois. Ça va hmm, se faire au fur et à mesure. C'est du moyen terme. On va dire qu'au bout d'un mois et demi, je sais pas la fréquence, mais c'est fondamental. Quand on dit que hmm, utiliser une IA générative, c'est d'abord la challenger. C'est hmm, d'abord la challenger. Et puis hmm, vous allez de moins en moins la challenger parce qu'à un moment, elle va apprendre aussi hmm, de ce que vous êtes. Dernier point, vous avez une IA générative gratuite, vous ne payez pas avec un compte, on vous met quand même le modèle qui n'est pas le plus performant, donc qui apprend un petit peu moins bien. Vous avez la version payante, vous avez le modèle qui apprend super bien. hmm. Voilà. Et pour répondre du coup à la dimension collectivement, non, c'est lié à un compte. Donc ça Oui, sera oui, lié à une personne a priori. On peut pas faire exactement. de truc Et, collectif quoi. et Hmm, c'est ce qui se passe. Il y a des collectivités ou des bibliothèques qui ont pris hmm, un compte collectif. Et hmm, ben en fait, elle ne pourra pas performer à moyen hmm, terme, puisque si on est quatre avec 4 cerveaux différents, l'IA va hmm, avoir un peu de mal à ajuster, à s'aligner. Voilà. hmm. Ensuite, il y a une autre question, c'est intéressant, sur quel est le positionnement à adopter en tant que bibliothécaire par rapport aux livres, à la presse rédigée avec IA ou même illustrée par l'IA. Waouh. Alors, non, 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 mais c'est un vrai sujet. Ouais, bah, sujet, ouais. C'est un vrai sujet, mais qui n'est pas juste le cadre des Des bibliothèques. bibliothèques, ouais. Hein. Euh, Encore une fois, ce qui est posé comme question, ce que soulève Olivier Hertzscheid me paraît fondamental. C'est-à-dire qu'un savoir synthétique, c'est ce qui se profile. Mm, C'est un savoir produit par des machines. Ça ne veut pas mm, forcément dire que c'est mauvais. Hein, faut pas, mm, c'est ok. Mais la question, c'est, il me semble, mais là c'est un peu la prospective, c'est les bibliothèques. Est-ce qu'elles vont se positionner pour dire, nous on défend un savoir qui est produit par l'esprit humain sans être rétrograde, hein,
Ok, parce qu'il y a derrière des protocoles, des processus de vérification, enfin tout ce qui va avec là mm, derrière, mm, ou est-ce qu'on ouvre le champ au savoir synthétique? Ben, prenez 10 heures sur de la musique, parce que la musique synthétique aujourd'hui explose. Ben, ouais, 10 heures a dit, mais non, c'est fini. Il n'y aura plus de morceaux issus des IA, donc plus de musique synthétique. Spotify, lui, prend tout. Bon, mm, ça m'empêche pas d'écouter mes artistes préférés, mais il m'est arrivé de tomber sur des morceaux d'IA synthétique, qui n'étaient pas mauvais d'ailleurs, qui n'étaient pas mauvais. Mais c'est la question de la rémunération, c'est la question du modèle que l'on veut porter, c'est un choix de société. Et mm, donc, c'est pas anodin de se dire l'émergence de ce web synthétique ou de ce savoir synthétique vient réinterroger ce qu'est être une mm, bibliothèque et de garantir un accès au savoir. Ben, ce savoir, lequel mm, mais sans parler du web synthétique, prenez l'auto-édition. mm, Parce que l'auto-édition, c'est un esprit humain. mm. Est-ce qu'on donne ou pas accès à ça? Vous voyez, c'est des mêmes travers qui sont posés là derrière. Je dirais que par rapport à ce positionnement, il y a aussi, est-ce que ces livres, cette presse, est-ce qu'ils disent qu'ils ont été faits par l'IA? Enfin, il y a aussi cette honnêteté, parce que si nous, on acquiert ou on est abonné et que c'est clair, et on dit, bon voilà, vous savez que c'est Clairement. fait par l'IA, à vous de décider, d'en avoir conscience. Et on revient Ah, à cette histoire de commun, de voilà, enfin, on peut aussi développer un esprit critique par rapport à tout ça, même en ayant des outils produits par IA, quoi. c'est Voilà. Ouais. fondamental Mm. de ce que tu pointes. Et pour moi, c'est la question Ouais. de pas de la labellisation, parce que c'est pas bon de labelliser le savoir, c'est pas ça. Mm. Mais c'est Mm. la question de la transparence. C'est la Mm. clé absolue. D'ailleurs, dans l'IA Act, hein, il est Mm. très clairement indiqué qu'il faut jouer la transparence. C'est-à-dire qu'il faut dire quand c'est produit, aidé par une IA, et Mm. pas de manière générique, mais sur chaque contenu, le Ouais, tout à dire. fait. Et voilà. Mm. Mais on voit bien que ça vient interroger de nouveau le travail. Ouais. Une dernière remarque, mais peut-être que tu le connaissais, il y a le réseau des interconnectés crée Oui, une une bibliothèque d'IA bibliothèque. Territoriale. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire un mot, enfin, si tu oui, en as oui. entendu Alors les parler? Ouais. interconnectés, qui est un collectif hein, de collectivités territoriales et d'intercommunalités, et Ouais. qui ont des sujets sur lesquels ils travaillent. Ils ont toute une commission sur le numérique et ils Mm. interrogent depuis maintenant 3 ans la question de l'IA au sein des collectivités territoriales. Et Mm. ils ont fait, il y a référence en fait toutes les IA qui sont portées par des collectivités territoriales. Alors des fois qui sont alors, c'est IA au sens large, hein, pas que générative. Ça peut être D'accord. des caméras dans les cantines qui est capable de reconnaître ce qu'il y a dans le plateau D'accord. Ok. pour mesurer D'accord. le gaspillage. Mm. Mais Mm. oui, D'accord. oui, Une initiative c'est très intéressante. intéressant. Ouais, Ok, on va terminer par un dernier pour l'instant. Concernant des ateliers pour évoquer les IA avec le public, on rame, on ne parvient pas toujours à trouver des idées d'animation sans tomber dans quelque chose de trop pédagogique et peu attractif. On s'est par exemple cassé les dents sur des outils de Vita Science qui n'étaient pas évidents à utiliser par le public. On se retrouve plus souvent avec des ateliers trop scolaires. Est-ce qu'il y a des ouais. idées, voilà, qu'est-ce que Alors tu oui, il y a préconises plein, comme ça? il y a, il y a, il y a plein d'idées. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a deux choses. C'est soit on veut Mm, acculturer sur les enjeux de l'IA, donc ou d'acculturer sur comment utiliser une IA générative. Et en fait, on capte des publics souvent qui sont déjà concernés ou qui veulent un petit peu aller un petit peu plus loin mm, si on prend l'antenne. Par contre, mm, de la médiation sur le faire, c'est-à-dire, par exemple, comment, je dis n'importe quoi, comment faire un film, je dis n'importe quoi, hein, ou comment ouais, préparer ses vacances avec une IA générative, mm, comment, voilà. Là, on arrive à capter beaucoup plus, et c'est l'angle que nous avons, nous, adopté ici, hein, où on ouais, s'aperçoit que ces angles par le faire, qui parlent au quotidien, nous intéresse beaucoup plus parce que les gens utilisent l'IAG sur des cas d'usage du quotidien. mm, Donc, ouais, et on peut faire passer par, en préparant les vacances, la question des biais, du prompting, des choses qui sont plus liées mm, à ça. Bon, je vous encourage, hein, là je fais de l'autoprom, mais allez sur le site de Valence Roman Aglo, les médiathèques, vous verrez, mm, on a deux collègues qui travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus, sur ces éléments-là. Si on a une approche trop scientifique, mm. on se déconnecte du quotidien. Oui, on voit bien parce que moi j'ai vu beaucoup de reportages sur voilà l'usage quotidien, enfin quelqu'un qui l'utilisait en tant que coach sportif en disant tiens est-ce que je fais bien le mouvement, qu'est-ce que tu me Ex- conseilles ou ou, sur comment je m'habille, voilà tiens j'ai ça, ouais réviser son ouais examen avec une IA ouais générative. ouais C'est tout à des fait. outils très performants pour ça, Mm, hein. Vous donnez le mm, cours et il dit pose-moi 20 questions. mm, Euh, et voilà. ça, c'est super intéressant.
Mais il y en a qui sont plus auditifs, qui vont dire, tiens, fais-moi du podcast de mon cours, comme ça je vais l'écouter dans le Complètement. train. Enfin, on peut faire un certain nombre de choses, quoi. Ok, bah écoutez, je crois que alors l'heure, on n'est pas loin de l'heure, mais on a déjà abordé pas mal de choses. Donc je le rappelle, je l'avais pas dit en introduction, mais ça a été enregistré, donc ça sera ensuite légèrement remonté et diffusé sur le site de l'ABF et sur la chaîne YouTube de l'ABF. Donc merci à tous d'avoir été présents. On sait en fait, on avait une jauge limite, on a été un peu débordé, donc si des gens vous contactent en disant j'ai pas pu être là, eh ben rassurez-les en disant que ça va être diffusé ensuite, voilà, en ligne. Merci beaucoup à Lionel, et puis ben n'hésitez pas à nous contacter pour vous La renseigner charte. davantage. On peut aussi vous accompagner sur comment faire pour défendre la charte biblique au sein de votre collectivité, hein, avec les membres du comité, puis Lionel, on vous répond, on vous donne des conseils là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Lionel, encore, et Merci à puis c'était tous et à très passionnant et bonne bientôt. continuation et à une prochaine. Merci. Merci Lionel. Au Au revoir. revoir.